Bonjour, ici c'est une petite capsule sur les actionneurs avancés qui sont utilisés pour des systèmes robotiques. Donc, on va principalement traiter aussi des actionneurs qui sont utilisés pour les robots qu'on dit collaboratifs. Donc les systèmes robotiques où c'est important de contrôler la force d'interaction entre le robot et soit l'environnement ou un humain par exemple pour des raisons de sécurité. Donc premièrement, l'actionneur parfait, on voudrait contrôler parfaitement la force que l'actionnaire produit ou indirectement, donc ce que le robot va produire sur l'environnement, si on simplifie. Donc, notre actionnaire parfait, on aurait comme notre référence de force qu'on désire avoir, qui, un pour un, est exactement la force que le robot applique sur l'environnement. Par contre, dans la vraie vie, tous les actionnaires ont une certaine dynamique interne et aussi une impédance interne qui fait que la vraie force qui est appliquée sur l'environnement peut être assez loin de la force de référence qu'on lui demande. Je vais mettre ça ici. Donc, pour la plupart des vrais actionneurs, c'est assez difficile en fait de contrôler cette force ici à cause que selon comment l'environnement va réagir, le mouvement de l'environnement, il y a comme une rétroaction qui va influencer la force que l'actionneur produit. Donc, c'est ça qu'on va discuter un peu en premier, comprendre un peu c'est quoi les effets non désirables qui font que c'est dur de contrôler la force de sortie d'un actionneur et donc que c'est dur pour la robotique, en robotique, de contrôler de faire des tâches d'interaction qui nécessitent de contrôler la force qu'on applique sur l'environnement. Donc, tout ça revient un peu à euh, ce qu'on peut appeler l'impédance interne d'un actionneur. Donc, pour commencer par un petit exemple, euh, la plupart des actionneurs utilisés dans un système robotique, comme par exemple celui à droite ici avec une vis à billes puis beaucoup de ratios de réduction, et ont en fait une très très grosse résistance interne. Euh, ça, c'est relié un peu à si on essaye de, euh, comme on dirait en anglais, backdriver le système. Si on prend la sortie puis qu'on pousse dessus, est-ce qu'on a une grosse résistance? Donc, les robots qui vont avoir les actionnaires, excusez, qui vont avoir peu beaucoup de résistance interne, on pourrait prendre la sortie et bouger le système avec assez de facilité. Donc, par exemple, si on prend à l'inverse un moteur électrique linéaire comme ça, ben, on peut s'imaginer que prendre ici la sortie puis le déplacer avec nos mains, ça, on sentirait presque pas de résistance. Et en fait, un tel système fait que le courant, mettons, qu'on donne dans le système est pratiquement un pour un relié à la force qu'on applique sur la sortie. Donc ça, c'est un actionneur qui est une très bonne source de force. On peut bien contrôler la force en sortie, qui n'a pas beaucoup de résistance interne. À l'opposé, un actionneur comme on a plus classiquement en robotique, avec beaucoup de ratios de réduction, le courant dans le moteur, il y a beaucoup de phénomènes qui font que c'est pas directement la force en sortie qu'on applique directement. Et ce type d'actionneur-là, on pourrait, si on essaie de forcer ici, en fait, ce système-là est probablement complètement irréversible et on pourrait même pas faire tourner le moteur en forçant à l'inverse. Il y a trop de phénomènes dissipatifs qui font que le lien entre notre courant et la force en sortie est très loin et pas direct. Donc, typiquement, un actionneur avec pas beaucoup d'impédance interne, comme un moteur linéaire comme ça, on pourrait l'utiliser, on pourrait le voir plus comme une source de force. Tandis que les actionneurs qui ont beaucoup de résistance interne, typiquement, on va plutôt les contrôler en position ou en vitesse. Parce que c'est plus facile de maîtriser la position qui est en sortie de ce système-là, parce que on ne peut pas vraiment contrôler directement la force qu'on applique avec ce type d'actionneur-là. Un des phénomènes qui fait que notre force n'est pas pure, la force qu'on désire avoir, il y a des effets indésirables qui font que c'est pas vraiment ce qu'on applique sur l'environnement, c'est les forces dissipatives. Donc, pour un moteur électrique, c'est entre autres non seulement la friction interne, mais aussi tout ce qui est back EMF du moteur qui fait que la force en sortie du moteur chute avec la vitesse. Pour un actionneur fluidique, comme un piston hydraulique ou pneumatique, il y a des phénomènes
de perte de charge dans le système qui font qu'aussi la force en sortie va chuter avec la vitesse de façon quadratique pour les actionneurs plus fluidiques, avec les pertes de charge dans les orifices de valve, par exemple. Euh, en fait, comme on a déjà parlé, ça c'est déjà dans la première partie du cours, ce phénomène-là de dissipation interne est relié avec où est la puissance disponible dans le moteur, entre autres. Mais c'est aussi relié avec la résistance interne qui fait que c'est dur de contrôler la force en sortie d'un moteur. D'autres phénomènes, donc on a parlé si on avait ici tout ce qui est les phénomènes dissipatifs, c'est un peu l'équivalent en mécanique d'un amortisseur. Hein. On a des forces résistives qui sont proportionnelles à la vitesse. Mais il y a d'autres phénomènes qui sont soit des forces qui sont plus reliées au déplacement, donc typiquement un ressort, et des forces qui sont reliées à l'accélération, donc des forces inertielles qu'on représente ici par une inertie. Donc, selon le type d'actionneur, on peut avoir des phénomènes de compliance, soit en série ou en parallèle, qui vont influencer aussi vraiment c'est quoi la force qui va être en sortie. Donc, ça, c'est tous des phénomènes qui, en parallèle à typiquement la force qui est produite dans un moteur électrique, qui est différent directement la force électromagnétique qu'on applique au rotor du moteur. Bien, il y a d'autres phénomènes en parallèle qui font que c'est pas vraiment la vraie force qu'on va ressentir à la sortie de l'actionneur. Entre autres, les forces inertielles, ça fait que la force diminue avec l'accélération. Les effets vont surtout être ressentis si on essaie de bouger à haute fréquence. Donc, si on veut faire des mouvements rapides, plus il y a d'inertie dans nos accéléreurs, plus la force qu'on applique vraiment sera pas directement la force électromagnétique qu'on ressent sortie, mais ça va être une force beaucoup plus petite due aux pertes internes qui sont reliées à accélérer les pièces mobiles de nos actionneurs, par exemple. Donc, juste un exemple si on voudrait modéliser un piston pneumatique, quels sont les phénomènes qui font qui représentent un peu la dynamique interne, puis qui font que c'est pas directement pression fois la surface, la section de mon piston qui sont la force que je vais ressentir en sortie. Mais si on regarde un peu, ici, le fluide, il y a de la viscosité dans le fluide qui fait qu'il y a des pertes de charge. L'air est un fluide compressible, donc il y a une espèce de phénomène qui est relié à un ressort. Le piston, ben, c'est une pièce mécanique, il y a du métal, il faut l'accélérer, ce métal-là, quand on bouge, donc il y a des phénomènes inertiels. Et il y a des seals pour garder la pression à l'intérieur qui typiquement rajoutent de la friction sèche dans le système. Donc tous ces phénomènes-là font que un piston parfait, on n'aurait pas ça, on aurait notre force fois la section de on aurait la pression dans le cylindre fois la section qui nous donnerait exactement la force que notre piston applique en sortie. Mais ici, on voit qu'il y a toutes sortes de phénomènes en parallèle qui vont faire que, selon le mouvement du piston, il y a des forces qui vont s'additionner à notre pression fois la section qui vont faire que ce n'est pas tout à fait la force qu'on obtient en sortie. Une autre chose vraiment fondamentale qui est reliée à toute la résistance interne, c'est que l'avantage mécanique qu'on rajoute à un moteur électrique ou un piston ou n'importe quel actionneur a un impact majeur sur la résistance interne. En fait, tous les phénomènes qu'on a discutés, l'inertie, les phénomènes dissipatifs, la plupart du temps vont être amplifiés par le carré du ratio de réduction de notre actionneur. Donc, si on a un moteur électrique, par exemple, qui a un peu d'inertie interne, un peu de friction interne, mais qu'on y met un ratio de réduction de 100 pour 1, ben, en fait, on va amplifier nos phénomènes inertiels de 10 000 fois, par exemple, pour l'inertie, de 100 fois 100. Donc, et pour la plupart des actionnaires, on n'a pas le choix d'avoir ces avantages mécaniques-là qu'on utilise. Donc, pour les moteurs électriques, typiquement, il faut avoir un ratio de réduction parce que la puissance des moteurs électriques se situe à haute vitesse. Pour les actionnaires, par exemple, piézoélectriques, il faut amplifier le déplacement. Donc, souvent, on n'a pas le choix d'avoir un avantage mécanique. Et cet avantage mécanique-là a un gros impact sur tous les phénomènes internes qui nous compliquent la vie pour avoir un actionnaire avec beaucoup d'impédance interne
dans l'optique de bien contrôler la force en sortie. Donc ici, on va juste faire un petit tour des plus grandes catégories d'architecture qui sont utilisées. Donc, la plupart des robots utilisent des moteurs électriques. Et en termes de comment ils sont bons pour la robotique collaborative, je dirais qu'il y a comme plusieurs approches qui se mettent sur un axe un peu de est-ce qu'il y a un gros ratio de réduction ou il n'y a pas beaucoup de ratio de réduction. Donc ça fait que quand on a un moteur électrique, par exemple, avec sans aucun ratio de réduction, qu'on appelle direct drive dans la littérature, ça fait un moteur qui est pas beaucoup de résistance interne, très basse impédance. Donc, c'est parfait pour avoir un contrôle en force. Typiquement, si on contrôle bien le courant dans notre moteur électrique, on contrôle directement le torque en sortie. Donc, ça, c'est super pour la robotique collaborative. C'est aussi bon quand on veut un robot qui est très rapide. Mais un gros des inconvénients, c'est que vu qu'on n'a pas de ratio de réduction, on n'a vraiment pas une bonne densité de couple avec ce type de système-là. Pour les bras robotiques, c'est pratiquement impossible d'avoir aucun ratio de réduction puis d'avoir une capacité raisonnable de charge qu'on peut transporter. Donc, parfois, c'est utilisé, comme on voit ici pour un robot parallèle, que tous les actionneurs sont sur une base fixe. Donc, le poids des moteurs est pas un enjeu majeur. Donc, on peut se permettre de ne pas mettre de ratio de réduction et juste de mettre des gros moteurs pour compenser la faible densité de couple. À l'inverse, quand on met des gros ratios de réduction, on a une bonne densité de couple, mais on a plein de phénomènes indésirables. Donc, on a beaucoup d'inertie reflétée, beaucoup de friction reflétée, ce qui amène une faible qualité de couple, de contrôle de notre couple en sortie. Sauf si on utilise des approches avancées que je vais discuter un peu plus loin dans les slides. Donc, par exemple, pour les robots collaboratifs comme les robots Kinova ou les Universal Robots qu'on voit beaucoup, ben, ils n'ont pas le choix d'aller relativement lentement pour garantir la sécurité, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, d'inertie reflétée dans le système. Et on n'a pas un super bon contrôle de la force d'interaction, surtout durant une collision ou un phénomène à haute vitesse. Il y a des approches un peu qui sont populaires dernièrement dans différents laboratoires de recherche qui est comme un compromis entre les deux, essayer d'avoir un ratio de réduction raisonnable pour avoir une certaine densité de couple, mais de limiter à juste un étage de réduction pour ne pas avoir trop d'inertie et de friction interne reflétée en sortie. Comme par exemple, ici, c'est le MIT Cheetah qui utilise un peu cette approche-là. Aussi, dans les autres technologies qu'on voit peut-être un peu moins souvent, mais qui sont quand même très pertinentes, il y a les systèmes hydrauliques qui ne sont pas à négliger en robotique. Typiquement utilisé aussi pour la grosse machinerie comme les excavatrices et tout ça. Et parmi aussi les robots les plus populaires, les robots de Boston Dynamics qui utilisent des systèmes hydrauliques. Donc, eux utilisent des servo-valves. Ça fait des systèmes qui sont très bonne densité de puissance. Mais dans les inconvénients majeurs, je dirais, des systèmes servo-hydrauliques, typiquement, c'est pas très réversible, les systèmes avec des valves comme ça. Il y a beaucoup aussi de perte de charge dans les systèmes hydrauliques, ce qui fait que ça pourrait être difficile d'utiliser ça pour des robots collaboratifs où c'est vraiment important de bien contrôler la force en sortie. Mais je pense que on ne connaît pas tous les détails des systèmes de Boston Dynamics, par exemple, mais il y a beaucoup de développement sur les valves, je pense qu'ils ont fait à l'interne, et peut-être qu'on peut surmonter ces défis-là et arriver avec des systèmes réversibles qui utiliseraient ce principe-là à voir. Une autre approche qui utilise aussi des systèmes hydrauliques, particulièrement pour les systèmes robots collaboratifs. Ça, c'est un robot, par exemple, de Disney Research qui utilise ce qu'on appelle souvent l'hydrostatique. Donc, on utilise dans ce cas-ci le système hydraulique plus comme une transmission. Il y a un actionneur normal d'un côté qui crée le mouvement, mais on utilise une ligne hydraulique avec il y a des systèmes spéciaux pour avoir beaucoup de friction, donc ils appellent des membranes déroulantes qu'on peut mettre dans les pistons pour minimiser la friction. Ça peut faire des systèmes qui sont très intéressants pour être collaboratif. Mais ça, c'est un système plus de transmission, donc c'est pas un actionneur en soi, mais je le mentionnais parce que c'est aussi un système hydraulique intéressant pour la robotique collaborative.
Dans les grandes catégories d'actionnaires, il reste donc les actionnaires pneumatiques qui sont potentiellement intéressants pour la robotique collaborative parce que l'air, les systèmes pneumatiques sont relativement légers et avec pas beaucoup de résistance interne, à part peut-être la friction qui vient des seals dans les pistons. Donc, naturellement, c'est le genre d'actionneur qui n'a pas beaucoup de résistance interne, donc on a quand même une relation assez proche entre la pression qu'on peut contrôler avec une valve et la force que notre système applique en sortie. Un des principaux inconvénients des systèmes pneumatiques, c'est que l'air est compliant, donc ça rajoute une dynamique qui fait que c'est pas nécessairement facile de contrôler un robot pneumatique précisément, surtout à haute vitesse, à cause de la compressibilité de l'air. Et aussi combiner la, la compliance de l'air avec tous les phénomènes de friction sèche dans les pistons, ça peut rendre le contrôle difficile. Je mentionne aussi, au lieu d'utiliser des pistons qui ont des, des défis au niveau de l'étanchéité avec les seals, minimiser la friction, il y a aussi une autre approche qui a été populaire un peu en recherche il y a peut-être plusieurs années. C'est tout ce qui est muscle artificiel, pneumatique. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système qui se déforme quand on le pressurise. Donc, peut-être plus facile à sealer, mais il y a d'autres défis qui sont reliés à un déplacement limité, donc par rapport à un piston, par exemple. Puis c'est une relation plus non linéaire entre la pression et la force qu'on applique au bout. Mais ça, c'est pas nécessairement un gros problème. Maintenant, dernière partie, juste introduire rapidement une partie, pas toutes les approches qui peuvent être utilisées pour améliorer le contrôle en force dans la robotique. Donc, on a parlé un peu des différentes technologies d'actionnement, qu'il y en avait qui avaient plus de résistance interne que d'autres, qui font que, comme directement utiliser ça pour contrôler la force, c'est pas nécessairement facile, mais il y a certaines approches de contrôle qui peuvent nous aider, même si naturellement, c'est pas facile d'utiliser ces systèmes-là. Premièrement, une idée de base, c'est on va mettre, si je veux contrôler la force en sortie, on va mesurer la force en sortie avec un capteur de force et ben, je vais asservir la force en sortie. Même si mon actionneur est comme avec plein de résistance interne, on peut essayer de faire ça avec un capteur, puis en utilisant les notions de contrôle pour contrôler directement la force qu'on va mesurer. Donc, peu importe, mettons, les phénomènes indésirables qui pourraient se passer dans notre actionneur, on va mesurer la vraie force, puis on va faire des ajustements. C'est un peu l'idée de base. Donc, ça marche. Ça peut marcher quand même bien, mais c'est assez limité comme approche, je dirais. Euh, Ça peut bien marcher en quasi-statique, mais dès que le robot bouge un peu, il y a des grosses limites fondamentales au niveau des gains qu'on peut mettre dans notre contrôleur, dû à des raisons de limites de stabilité. Euh, Plus le robot est léger, moins ces limites-là sont hautes. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans ces approches-là, typiquement, on va essayer d'utiliser des robots le plus légers possible pour maximiser la performance qu'on peut avoir quand on ferme la boîte en force. Et une des limites aussi, c'est que pour les impacts, par exemple, ben, vu que c'est du software ici qui crée une réaction pour ajuster la force en sortie, ben, s'il y a un phénomène qui est plus rapide que notre chaîne de software ici, ben, l'impédance naturelle de l'accéléreur va dominer. Donc, si on parle par exemple d'un impact, ben, si on avait beaucoup d'inertie dans notre actionneur, on va sentir la déviation en force due à cette inertie-là, le temps que notre système ait le temps de réagir. Donc, ça, c'est une grosse limite aussi. Une autre approche beaucoup utilisée pour des systèmes de robots collaboratifs, c'est on garde notre actionneur ici qui n'est pas très bon en termes d'impédance interne, mais on met en série une, euh, une pièce qui est compliante naturellement, donc typiquement un ressort qui est assez mou. Et l'idée ici, c'est que plutôt que d'essayer de contrôler la force à la sortie de mon actionneur qui a beaucoup de résistance interne,
on va plutôt essayer de contrôler le, excuse-moi, la compression de notre ressort ici en boucle fermée pour maintenir la force à la sortie ici après cet élément compliant-là. Donc ça, c'est intéressant comme approche. Ça marche assez bien quand on est en dessous de la fréquence de résonance de notre système. Donc ça, c'est une des limites encore une fois. Ça marche bien comme approche, mais vu qu'on rajoute un élément compliant, dû à l'inertie du système, de l'actionneur et du robot à l'autre bout, ben, on crée un gros système oscillant. Fait que ça limite un peu le contrôle. Donc ça, c'est une approche intéressante, mais qui rend, par exemple, plus difficile de contrôler précisément la position de la sortie. Donc si on veut faire, par exemple, une machine pour faire de l'usinage, ben, ça serait vraiment pas bon comme approche parce que euh, on ne serait pas capable de contrôler la position précise à la sortie s'il y a des forces qui s'appliquent sur le système. Une des approches qui a été étudiée pour améliorer la performance à haute fréquence de ces actionneurs série élastiques-là, c'est d'utiliser deux moteurs. Donc, on a un actionneur série élastique, mais on rajoute un plus petit moteur en parallèle, donc physiquement qui est après l'élément compliant, pour aller rechercher un peu de plus d'autorité de contrôle dans les hautes fréquences. Donc ça n'a pas été commercialisé à ma connaissance, mais c'est une approche qui a été regardée en recherche pour une façon de faire pour améliorer la bande passante des actionneurs série élastiques. Euh, une autre approche intéressante qui est regardée ici, entre autres, par exemple, à Sherbrooke, le professeur Jean-Sébastien Plante euh, fait beaucoup de projets qui utilisent cette technologie-là, c'est d'utiliser des embrayages qui, on peut contrôler la force qui est transmise par ces embrayages-là. Donc, l'idée, c'est que tu as un moteur électrique, par exemple, qui tourne, qui produit un mouvement, mais on utilise on utilise plus comme une valve, deux éléments pour pouvoir transmettre la force dans les deux directions, qu'on est capable de bien contrôler la force qui passe dans ces embrayages-là. Donc, c'est comme un système indirect. C'est comme une façon indirecte. On met un élément en série, qu'on contrôle bien la force qui va transiter dans cet élément-là. Et on fait le contrôle, pas au niveau de l'actionneur comme tel, mais au niveau de la transmission ici, qui est comme un élément actif. Donc, ici, à Sherbrooke, par exemple, ce qui a été beaucoup regardé en termes de recherche, c'est les embrayages magnétorhéologiques. Donc, c'est un fluide, une huile qui a des particules de fer, puis quand on met un champ magnétique, ça change la viscosité de l'huile, ce qui fait qu'on peut contrôler ça à relativement haute fréquence et donc contrôler la force qu'on enlève à la sortie. Une chose intéressante de ce système-là, c'est qu'on tous les phénomènes d'inertie, de friction indésirables qui se trouvent ici, ben, ils n'ont plus d'effet. Un coup qu'on contrôle la force ici, c'est juste l'inertie de la sortie ici qui rentre en jeu. Euh, il y a certaines limites, bien sûr, comme tous les types de technologies. Donc, un des avantages, par exemple, de cette technologie-là, c'est que pour maintenir une force, par exemple, ben, le moteur ici, il faut tout le temps qu'il tourne. Donc, il y a peut-être des notions d'efficacité énergétique qui peuvent être désavantageuses pour des systèmes comme ça, où c'est un embrayage qui est utilisé pour contrôler la force en sortie. Et donc, j'ai mentionné quelques approches, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Si vous regardez la littérature sur les actionneurs, par exemple dans les conférences comme IROS ou ICRA, vous pouvez faire une petite recherche là, de revues de littérature sur les actionneurs pour les robots collaboratifs, mais il y a plein de systèmes qui ont été imaginés par plein de gens, donc vous pouvez faire des petites recherches et vous allez voir toutes sortes de systèmes. Je dirais que côté commercial, c'est surtout les, les approches de force feedback et série élastique qui ont été commercialisées, que vous pouvez voir peut-être sur des robots qu'on peut acheter aujourd'hui. Donc, ça fait le tour pour cette capsule-là.